En médecine, on appelle ce phénomène dérive de la force, ce qui signifie qu'inévitablement, les interrogateurs mettront toujours plus de force pour atteindre leur objectif. Prenez par exemple le mémo de Donald Rumsfeld demandant que les chiens soient muselés. Cet homme ne connaît pas les réalités de l'armée sur le terrain. S'il n'y a aucune conséquence physique pour la personne interrogée, le soldat enlèvera la muselière de son chien. C'est comme ça. C'est la nature humaine. Alberto Mora menace de tout révéler si ces techniques ne sont pas interdites. When, after the facts, it turns out that there's concern about it that concerns me, then I'm happy to rescind it and take another fresh look at it and talk to more people about it and see what ought to be done. Il faut reconnaître que Donald Rumsfeld a bien annulé ses techniques d'interrogatoire et pendant 1 an et demi, aucun rapport n'a fait état d'abus commis sur les détenus. Quand l'affaire d'Abu Ghraib a éclaté, je me suis demandé si je n'avais pas été trompé. Y avait-il eu des autorisations de maltraiter les détenus qu'on ne m'avait pas signalées? Les techniques ont-elles vraiment été interdites? D'après les interrogateurs, l'enchaînement, les chiens, les positions de stress et les privations sensorielles sont toujours en usage. Quand l'interrogateur Tony Lagouranis arrive en Irak, l'armée est déjà au courant des abus commis à Abu Ghraib. Dans le manuel d'interrogatoire, l'utilisation des chiens sur les détenus était autorisée. Les positions de stress, la privation de sommeil, toutes ces techniques que je considérais extrêmes ou non conformes aux conventions de Genève, elles m'avaient été ordonnées. Nos supérieurs nous avaient dit de leur faire subir ça. Les forces armées américaines reposent sur leurs dirigeants. Leurs ordres se répercutent à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est pour cette raison que Lindy England savait ce que Donald Rumsfeld pensait, sans jamais lui avoir parlé. À la suite de l'affaire Abu Ghraib, les journalistes se replongent dans les précédents cas d'abus pour en découvrir la cause et les responsables. Un journaliste comme Tim Golden du New York Times s'est penché sur le cas de Dilawar, le chauffeur de taxi. J'ai alors compris qu'il n'était pas coupable, sauf peut-être de s'être trouvé au mauvais endroit au moment de l'arrestation. Et il a été assassiné pendant sa détention. Le 11 septembre était encore très présent dans les esprits, et je crois que les officiers voulaient qu'il le reste. Ils disaient aux jeunes soldats que ces gens étaient leurs ennemis. Mais comment pouvaient-ils les identifier parmi tant de miliciens et de paysans dans une société qui leur était totalement étrangère? Si je me souviens bien, il était impliqué dans une attaque à la roquette sur une base militaire. Il était soupçonné d'être le chauffeur de la voiture permettant aux terroristes de s'enfuir. Au volant de son nouveau véhicule, dont il est très fier, il se rend à Khost, la capitale provinciale, en vue de trouver des clients. Au marché, il croise 3 hommes qui désirent entrer à Yacoubi. Il faut savoir qu'entre la capitale provinciale et le village de Dilawar, la route est interminable. Il est arrêté à la base militaire de Salerno par un groupe de miliciens afghans. Apparemment, les hommes trouvent un régulateur de tension dans le coffre de la voiture. Du moins, c'est ce qu'ils prétendent. La base de Salerno avait été la cible d'une attaque à la roquette peu de temps avant. Les miliciens afghans arrêtent immédiatement les 4 hommes, les soupçonnant d'être impliqués dans cette attaque. Il est incarcéré à Bagram, à des centaines de kilomètres.
On affirme aux soldats américains du centre de détention avoir la preuve que les 4 hommes sont impliqués dans une attaque à la roquette contre les forces américaines. Ça a sûrement été l'élément déclencheur. L'atmosphère était tendue. On était entouré de militaires. On était isolés. On perdait tout repère moral. C'était frustrant, car on n'arrivait pas à soutirer des informations aux prisonniers que l'on croyait coupables. Alors au bout d'un moment, on testait nos limites pour voir jusqu'où on était capable d'aller. La situation est vraiment devenue critique quand les détenus qui disposaient d'informations précieuses ont été transférés à Guantanamo, parce que les soldats voulaient autant d'informations des autres prisonniers. On interrogeait certains détenus par pure obligation. C'était ridicule. Quand on nous amenait des prisonniers, on se disait parfois « ils se sont trompés, ce n'est pas la bonne personne ». Quand on est gardien, on fait vite la différence. On sentait qu'il y avait une erreur. L'un des détenus était handicapé mental. Le sergent Loring nous répétait que c'était une couverture, qu'il était membre d'Al-Qaïda et que c'était une ruse. Je suis allé le voir pour lui parler. J'ai vu un homme en couche-culotte qui mangeait ses excréments, mais Loring me soutenait qu'il jouait la comédie. J'avais pour mission de m'en prendre à tel ou tel détenu. Si j'étais en train de déjeuner, je prenais ma boîte de céréales et j'allais dans leur cellule. Je leur disais « Je dois m'en prendre à vous aujourd'hui. Voyons voir, substitut de sel ». Je me mettais en colère. Ils me regardaient comme si j'avais perdu la tête. Je hurlais « Oui, c'est votre faute s'ils mettent cet ingrédient dans mes céréales ». Je les accusais de n'importe quoi, qu'Elvis soit le roi du rock'n'roll ou qu'il soit mort. J'écrivais tout ça dans mes rapports d'interrogatoire pour prouver à mes supérieurs que j'avais fait mon travail. On ne peut se faire une opinion de quelqu'un qu'après lui avoir parlé plusieurs fois. Lors des 3 premiers interrogatoires, j'analysais sa version des faits. Je cherchais la moindre faille. Au bout du 4e, sa version tenait toujours la route. J'ai toujours clamé son innocence. Il fallait qu'ils soient coupables pour redorer le blason de leur unité, pour se vanter d'avoir arrêté 60 personnes qui sont toutes des terroristes. Quand as-tu vu Oussama Ben Laden pour la dernière fois et Mollah Omar? C'est le genre de questions qu'il posait. C'est très délicat de mener un interrogatoire quand on n'a pas beaucoup de preuves. On n'en a jamais vraiment eu pour ces hommes. Et d'estorquer des aveux. On peut obtenir des informations, mais le prisonnier ne va jamais passer aux aveux de lui-même. On doit donc recourir à des méthodes de plus en plus barbares pour qu'il se confesse. Loring m'a reproché d'avoir été trop gentil avec Dilawar. Je devais lui mettre la pression. Il fallait, je cite, le sortir de sa zone de confort. Après le 4e ou le 5e interrogatoire, Dilawar était exténué par la privation de sommeil qu'il subissait. C'est là que les interrogatoires sont devenus plus musclés. Le sergent Salcedo n'avait jamais mené un interrogatoire, mais c'était un soldat discipliné et obéissant. Dilawar a refusé de la regarder parce que c'était une femme. Ça ne lui a pas plu, alors elle a tourné son visage et l'a forcé à la regarder en signe de respect. Mais la culture très traditionnelle de cet Afghan lui interdisait de poser les yeux sur une étrangère. Le sergent Salcedo commençait à perdre patience. Je me suis interposé. J'ai attrapé Dilawar par le col et je l'ai plaqué contre le mur. Il le collait au mur, mais il ne tenait pas sur ses jambes. Il le forçait à rester debout. Il divaguait complètement. Ce qu'il disait n'avait ni queue ni tête. Il disait que sa femme était venue lui rendre visite dans sa cellule. Bien entendu, c'était complètement faux. Savez-vous ce qui arrive quand on vous prive de sommeil? Au bout de 2 jours, on perd la tête. Le 3e en est une loque. On m'a dit qu'il n'allait pas bien. Peu après, il est décédé.
Peu de temps après le meurtre de Dilawar, on a appris que le chef de la guérilla afghane, dont les hommes avaient arrêté Dilawar et ses passagers, était lui-même prisonnier des Américains. En fait, il lançait des roquettes sur leur base, il arrêtait des Afghans innocents et les livrait aux Américains pour se faire bien voir des forces américaines. Les 3 passagers ont été transférés à Guantanamo. On ne les a libérés qu'en mars 2004, soit 15 mois après leur arrestation dans le taxi. J'ai du mal à comprendre pourquoi les Américains ont envoyé ces hommes en prison, alors qu'ils avaient fini par conclure que Dilawar était innocent quand il est mort. On se demande vraiment s'ils n'ont pas détenu ces hommes juste pour se couvrir. These are not mere innocents. These are among the worst of the worst. These are among the most dangerous, best trained, vicious killers on the face of the earth. They're terrorists, they're bomb makers, they're facilitators of terror, they're members of Al-Qaeda and the Taliban. And if they were free, they would engage in murder once again. Well, the only thing I know for certain is that these are bad people. Rumsfeld, Cheney et le président Bush ont affirmé que tous leurs prisonniers sont de réels terroristes, que tous ont été capturés sur les champs de bataille. Cependant, une analyse récente des dossiers de l'État révèle que seulement 5% de ces détenus ont été arrêtés par les forces américaines et 8% sont accusés d'être membres d'Al-Qaïda. Et plus de 90% ont été interceptés par les troupes de l'Alliance du Nord ou les forces pakistanaises, moyennant des primes. We have large rewards out. We have leaflets that are dropping like snowflakes in December in Chicago. Une analyse des dossiers confidentiels du gouvernement américain révèle en fait que seulement 7% des détenus de Guantanamo ont été capturés par les forces américaines ou la coalition. Les 93% restants, comme Dilawar et ses passagers, leur ont été livrés par des militaires afghans ou pakistanais et parfois échangés contre des milliers de dollars. Il n'est pas dans l'intérêt de l'armée de dépenser 40 000 $ par an à Guantanamo pour des prisonniers qui ne sont pas membres d'Al-Qaïda. Elle doit s'assurer, comme les autres pays le font, de la culpabilité des détenus, pour éviter de gaspiller du temps et de l'argent en emprisonnant des innocents. Il est normal en temps de guerre d'arrêter un suspect. Le problème ici, c'est que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le gouvernement n'a pas respecté sa propre loi, qui exige qu'une enquête soit menée sur un suspect aussitôt après son arrestation, s'il y a le moindre doute. Durant la guerre d'Afghanistan en 2001, l'armée américaine était prête à appliquer les conventions de Genève et à engager des procès. Mais le commandement civil du département de la Défense lui a donné l'ordre de tout arrêter. Il suffisait qu'un Afghan désigne un autre Afghan parce qu'il n'était pas aimé ou parce qu'il souhaitait récupérer ses plantations d'opium. Et l'innocent était envoyé à Guantanamo, sur le champ, et n'avait aucun recours. Et il n'en a toujours pas. Moazzam Beg, d'origine britannique, suspecté de collaborer avec Al-Qaïda, est arrêté par des agents secrets pakistanais au Pakistan. J'étais chez moi à Islamabad quand on m'a kidnappé. On m'a mis une cagoule sur la tête, on m'a attaché les bras et les pieds, puis on m'a porté à l'arrière d'un véhicule. J'ai été séparé de ma famille depuis ce jour. J'ai été envoyé à la prison de Kandahar, puis de Bagram. Avant de monter dans l'avion pour Guantanamo, on m'a recouvert des pieds à la tête. J'avais un masque, des cache-oreilles, des lunettes noires. Et pour être certain que je ne vois vraiment rien, j'avais une cagoule sur la tête. Le voyage a été une véritable torture. Pour couronner le tout, on était attaché par une sangle autour de la taille, nouée dans le dos. On ne pouvait ni bouger, ni respirer convenablement, ni rien entendre. J'ai réussi à crier pour supplier l'un des soldats de m'injecter une dose de somnifère. On
s'est battu pendant 2 ans et demi, juste pour avoir le droit de rendre visite aux prisonniers. Il a ensuite fallu des mois pour obtenir la permission de l'armée pour qu'on nous laisse entrer. C'est incroyable. À la fac de droit aux États-Unis, je n'ai jamais eu de cours sur l'interdiction de visite d'un client ou sur le droit de le torturer. L'habeas corpus est l'essence même de la loi. Empêcher un suspect d'être entendu avant de le priver de sa liberté, ça a été un élément déclencheur de la Révolution. Le roi lui-même devait le respecter. En 2004, 2 ans et demi après l'arrivée des premiers détenus à Guantanamo, la Cour suprême rejette la requête du gouvernement Bush, à savoir de garder les prisonniers en détention indéfiniment sans les autoriser à se défendre devant un juge. Suite à cette décision, l'armée ouvre des tribunaux spéciaux pour savoir si leur détention à Guantanamo doit être prolongée. Des tribunaux de révision du statut de combattant ont été mis en place par le gouvernement 9 jours après notre victoire auprès de la Cour suprême. C'était n'importe quoi. Ils n'avaient aucun droit, ni de faire appel à un avocat, ni à des témoins. Les accusations étaient très vagues, et la preuve de leur culpabilité était bien sûr tenue secrète. Ils ne la connaîtront sans doute jamais. Mais ça ne leur enlève pas la possibilité d'exposer leur cas et de démontrer que si on les libérait, ils ne constitueraient plus de menace. Mes clients ont été acquittés par ces tribunaux spéciaux. Mais ce jugement n'a pas plu à l'armée. On ne les a pas qualifiés de combattants non ennemis, mais d'anciens combattants ennemis, pour bien montrer qu'ils étaient coupables, qu'ils avaient changé et que l'armée ne s'était pas trompée sur leur compte. Ces hommes n'étaient pas forcément innocents. Ce n'est pas le terme adéquat. Il vaut mieux les qualifier d'anciens combattants ennemis. On les tenait à l'écart des autres détenus jusqu'à ce que le gouvernement américain trouve un pays qui les accueille. Certains d'entre eux ont été arrêtés sur le champ de bataille. Si on ne les avait pas amenés ici, ils y seraient encore et tueraient des soldats américains. On ne les a pas arrêtés pour rien. On doit s'assurer qu'ils restent ici jusqu'à ce qu'on estime qu'ils ne représentent plus une menace. Guantanamo s'est bien gardé de dire que les véritables terroristes, Mollah Omar et bien sûr Oussama Ben Laden, n'ont jamais été arrêtés. Guantanamo abrite 750 soi-disant criminels. Mais ce n'est qu'une façade pour faire croire au monde qu'on est en train de gagner la guerre contre le terrorisme. Et ici, nous sommes à l'entrée principale du camp X-Ray. Celui qui voudrait s'en évader aurait bien du mal. Les cellules sont individuelles et font 8 mètres de haut, 8 de large et 8 de profondeur. Souvenez-vous, les hommes portent des combinaisons oranges. Ils sont agenouillés par groupes de 3 ou 4 et regardent dans des directions opposées. Si vous faites une photo, elle sera la même des deux côtés. Aucun détenu n'est mort ici. Je crois bien qu'on a déjà pratiqué plus d'une centaine d'opérations chirurgicales. Tout le monde est en bonne santé parce qu'en cas de besoin, on soigne.